Bonjour à tous, bienvenue sur les chaînes parlementaires. C'est l'heure de Parlement Hebdo avec Aude Moracchini. Bonjour. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Et dans l'actualité, cette semaine, ça ne va pas vous surprendre. On va bien sûr parler du mariage pour tous. Deuxième semaine de débat à l'Assemblée nationale. Les députés y passent jour et nuit. Les débats traînent en longueur. Quelques invectives, mais aussi un fou rire. Le vote est toujours programmé pour la semaine prochaine. Une véritable armée mexicaine. On connaît le nouvel organigramme de l'UMP, des vice-présidents comme s'il en pleuvait, 20 au total. Des copéistes, des fillonistes. Il leur faudra tenir jusqu'au prochain vote prévu en septembre. S'il a lieu, ils sont quelques-uns à vouloir le repousser après les élections municipales. Enfin, nous parlerons d'un rapport explosif de 2 sénateurs pour ce qu'on appelle les déserts médicaux. Ils ne croient pas aux mesures incitatives de la ministre de la Santé. Eux suggèrent au contraire de contraindre les médecins à s'installer dans les zones où personne ne veut aller, quitte à jouer sur la menace. Et avec nous pour commenter toute cette actualité de la semaine, Laurent Wauquiez. Bonjour, merci d'être avec nous. Et vous êtes député UMP de Haute-Loire et l'un de ces fameux vice-présidents de l'UMP. Alors vous avez été nommé en janvier, selon la bonne règle, un filloniste, un copéiste, vous en filloniste, Luc Châtel en copéiste, et puis vous avez été rejoint par une armée donc, de vice-présidents. Vous êtes 20 au total. On a un petit peu de mal à voir quelle est votre place. Est-ce que vous êtes parmi les chefs des vice-présidents? Est-ce que vous allez vous répartir? C'est quand vous allez faire? Je vais vous dire. D'abord, la première chose, c'est qu'on m'a donné une image pitoyable à la fin de l'année dernière. Et donc, même si il y a un côté, je suis lucide, un peu ridicule, dans ces nominations dans tous les sens, avec des vice-présidents, il en pleut, des secrétaires généraux, il en pleut, des responsabilités, des instances de décision, il y en a de partout, ben, je vais vous surprendre, je préfère ça. Mais vous trouvez votre place, vous, dans ces 20 vice-présidents? Je vais y venir. Je préfère l'armée mexicaine à la guerre civile espagnole qu'on a connue à la fin de l'année. Pour moi, ça, c'est clair. Vous ne croyez pas que ça va finir comme ça quand même, la guerre civile? Je ne cherche pas à faire croire que tout d'un coup, ça s'est métamorphosé, que tout le monde, que tout va bien dans le meilleur des mondes par magie. Je dis juste, en tout cas à mon niveau, j'ai décidé d'être résolument un facteur d'apaisement et de rassemblement. Voilà, ni plus ni moins. Et je vais vous en donner une réponse très simple. Hier, on était avec Luc Châtel, tous les deux, à Rouen, pour lancer les états généraux de l'opposition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, ce dont on a assez, c'est de discuter des postes. C'est de discuter des petites places de chacun, de savoir vous êtes bien vice-président, vous n'êtes pas bien, de se reconcentrer sur les sujets de fond. Par exemple, des sujets que vous n'avez pas évoqués, l'emploi. On n'a pas fini l'émission, on commence. À Rouen, on a discuté de Petroplus. On va discuter de tout ça dans l'émission. Deuxièmement, pour continuer à répondre à votre question, les classes moyennes. Quelle place des classes moyennes assommées par les impôts aujourd'hui en France? Troisièmement, comment défendre nos emplois dans la mondialisation, le protectionnisme européen? Et oui, moi je suis à l'aise dans ma famille politique et dans mon parti, dans lequel je m'investis beaucoup, quand on débat de sujets de fond. Donc vous avez votre place comme vice-président à l'UMP, on a bien compris. Vous êtes également fondateur donc, du mouvement de la droite sociale, on va y revenir bien sûr. Mais auparavant, c'est la coutume, on est allé demander à vos amis et collègues députés aux 4 colonnes ce qu'ils pensaient de vous. Et c'est Laure Bouillaguet qui a tendu sa caméra et son micro. En général. Oh, oui. Laurent Wauquiez est un jeune parlementaire et aussi un jeune ministre pour lequel j'ai amitié et même affection. Parce qu'il a une fibre sociale que moi, le gaulliste, j'apprécie beaucoup. Je trouve que sur le mariage pour tous, il a défendu des positions qui me semblaient excessives par rapport à, je pense, son réel positionnement politique. C'est quelqu'un pour qui j'ai du respect et dont je salue l'intelligence. Je ne le connais pas, je trouve que quand on est si jeune et qu'on défend des idées aussi vieille, ça me surprend toujours un peu. Très honnêtement, je ne le connais pas, il n'imprime pas. Il est tellement intelligent que parfois il va trop vite et qu'il n'est pas compris par les autres. C'est un grave défaut. Donc il faut qu'il prenne le temps d'expliquer, mais c'est une très belle mécanique intellectuelle. Je comprends bien par exemple, ce que dit Jacob, je comprends bien ce que dit Mariton. Wauquiez, j'ai plus de mal. C'est un élu, un responsable national qui est promis au plus bel avenir politique dans notre pays. C'est un garçon qui est très travailleur, très engagé, très actif, en particulier en ce moment. J'ai l'impression qu'il est en train de se mobiliser dans la perspective de la présidence de l'UMP, mais je me trompe peut-être, j'en ai pas parlé avec lui récemment.
Alors, contrairement à ce que dit Patrick Minucci, on va essayer de comprendre ce que vous dites pendant ces 45 minutes. En même temps, je vais être très clair avec vous, mon objectif n'est pas de me faire comprendre par Patrick Minucci, Alors, on va garder, mais plutôt par les Français. On va garder aussi la dernière appréciation de Nathalie Kosciusko-Morizet, actif dans la perspective de la présidence de l'UMP. Elle se trompe ? Je vais vous dire surtout, et je vais revenir sur ce qu'on a dit précédemment, j'ai très mal vécu la fin de l'année. La politique, c'est le meilleur et le pire à la fois. Le pire, c'est les petites batailles politiciennes et les querelles d'ego. Ça existe, il n'y a pas de naïveté à avoir, ça fait partie de notre travail. Le meilleur, c'est les débats d'idées, les propositions, la volonté de faire avancer les choses concrètement. À la fin de l'année 2012, il n'y avait que le pire. Et donc moi, ce que je me suis juré, c'est qu'au début de l'année 2013, je voulais redonner une voix à l'opposition. Différente. Peut-être avec ce qu'est ma génération, mon approche des choses. Une voix aussi qui assume ses convictions. J'ai beaucoup souri en écoutant les députés écologistes. Moi, mon obsession, c'est pas d'être moderne. Je suis pas là pour me dire, voilà, faut être dans le sens de l'histoire. Je suis là pour me demander, est-ce que ce qu'on met sur la table, c'est bon pour les Français ou c'est mauvais? Vous ne répondez pas, Laurent Wauquiez. Oui, non, vous êtes candidat. Bon, je vais répondre très clairement, je trouve cette question absurde aujourd'hui. Vous ne croyez pas qu'on a suffisamment donné dans le registre, là, il y a 2-3 mois? Donc, je réfléchis. Voilà, je vous réponds franchement. Pour l'instant, je pense qu'on doit tous s'imposer une cure de désintoxication. Donc Nathalie Kosciusko-Morizet se trompe et elle a fait une réflexion absurde. Non, pas du tout. C'est pas ce que je veux dire. Nathalie, elle a mis avec un point d'interrogation. Nathalie, elle est dans d'autres perspectives qui sont les municipales de Paris. Donc c'est normal qu'elle ait en ce moment ce type de réflexion et c'est vraiment un de nos talents. Moi, je la soutiendrai sur Paris. Mais mon sujet, il n'est pas là. Mon sujet, pour moi, en ce moment, il y a beaucoup de choses qu'on a laissé passer et laissé faire par le gouvernement. Il faut que l'opposition montre qu'elle est crédible et qu'elle a des propositions en face. C'est ça ce que je veux faire. Et alors on va attaquer tout de suite le reste de l'actualité, Laurent Wauquiez. Et bien sûr, on commence par ce marathon, le mariage pour tous. Deuxième semaine de débat à l'Assemblée nationale. Laurent Wauquiez, vous y avez participé notamment. Comme vous allez le voir dans ce sujet, eh bien, les polémiques prennent un petit peu plus le pas que sur le fond du texte. Exemple dans la nuit de mercredi à jeudi avec Jérémy Hartmann. Ce n'était pas un jour sans fin, mais une nuit sans fin hier soir dans l'hémicycle. Une fois de plus, la séance a commencé par une montagne d'amendements de la droite ou l'art de faire durer le plaisir. L'article 375.8 dont il est question. Après avoir cité Tétu, je citais donc Marianne. Massacrer un texte, c'est pas très grave. Massacrer des enfants, oui, ça c'est grave. Une litanie de questions et d'invectives, sans réponse de la majorité. Pressée d'en finir, la gauche décide de jouer au roi du silence. Résultat, l'opposition se sent bien seule pour débattre. Je cherche un interlocuteur. Je cherche quelqu'un avec qui débattre. Pour la majorité, difficile de tenir sa langue. L'envie de riposter est parfois trop forte. Je l'avoue, à notre Assemblée, je craque. Chers collègues de l'opposition, vous avez déposé trop d'amendements et vous ne savez plus comment les défendre. Donc nous tombons maintenant dans le mauvais théâtre de boulevard, monsieur Le Fur. Des échanges savoureux, mais un débat qui stagne, rien que du déjà vu ces derniers jours et ces dernières nuits. Jusqu'à cette violente altercation, le patron des députés UMP prend à partie la présidente socialiste de la séance. J'ai demandé une suspension de séance. Madame, vous êtes à ce perchoir. Oui, ça vous oblige à un certain nombre de choses. Ça vous oblige à exercer une présidence impartiale. Le vent de la révolte souffle dans l'hémicycle et c'est un écologiste qui vole au secours de sa collègue socialiste. Vous avez mis en cause la présidence de séance. Malheureusement, ce n'est pas la première fois. J'ai envie de dire d'ailleurs la présidente, car j'ai comme l'impression que le fait que ce soit une présidente n'est pas totalement étranger au mépris avec lequel vous l'avez traité. C'est dans ce climat de fatigue et de lassitude que s'est poursuivi l'examen de l'article 4 du projet de loi. Un article toujours pas voté à 4 h du matin, l'heure où les députés sont allés se coucher. Laurent Wauquiez, on le voit, le fond est un petit peu oublié. C'est souvent les polémiques, et je vous ai vu même intrigué par l'intervention de Christian Jacob qui prennent le pas. Je vais vous dire mon sentiment profond. J'ai écrit un livre sur ce sujet qui s'appelle « Un Huron à l'Assemblée nationale ». Il a été mentionné par Jean-Jacques Urvoas. Voilà. Ce qu'on est en train de récolter, c'est quoi? On est en train de récolter les résultats d'un fonctionnement absurde de l'Assemblée nationale. Que le gouvernement ait choisi une posture dans laquelle il ne répond pas aux questions. Que le président de l'Assemblée nationale ait choisi, en lien avec les différents responsables,
un système dans lequel on débat jusqu'à 2h du matin, y compris le week-end, non-stop. Tout ceci est ridicule. Il aurait fallu utiliser le temps programmé ? Évidemment. Ce qu'il faut faire, c'est quoi ? C'est qu'il faut revoir totalement nos modes de fonctionnement, dans lequel, à l'avance, on dit, voilà, on débattra du lundi 9h jusqu'au vendredi 22h du texte. L'opposition aura tel temps de parole et vous pouvez l'organiser comme vous voulez. La majorité aura tel temps de parole et vous pouvez l'organiser comme vous voulez. Le gouvernement sera obligé de répondre. C'est scandaleux de voir la garde des Sceaux qui ne répond à rien. Elle ne donne pas sa position sur la gestation pour autrui, c'est pas un petit sujet. Sur la projet de loi. Oui, c'est pas dans le projet de loi. Alors ça veut dire on nous le vend à la découpe, on fait passer le projet de loi par petits morceaux et donc ne regardez pas. Vous déposez 5000 Cachez-nous amendements ces qui n'ont pas hypocrisies vraiment qu'on ne rapport. veut pas voir. Ça viendra plus tard. Trop facile. Vous déposez aussi 5000 amendements qui n'ont pas tout le temps rapport avec le texte non plus. Non, on dépose, c'est vrai, des amendements. Pourquoi ? Parce qu'un fonctionnement absurde génère des comportements absurdes. Donc il faut jouer à sur gauche, l'absurde. à gauche aussi. Regardez la gauche. Maintenant, ils sont condamnés au silence. On leur a dit, vous n'avez plus le droit de vous exprimer. Donc ils sont obligés d'aller sur Twitter. Certains même sont obligés, ils disent, ils craquent, là, on l'a vu, je craque parce que j'ai besoin de parler. Mais où on est ? Ce qui me gêne beaucoup, c'est que ce débat doit être pour nous tous la cote d'alerte d'un fonctionnement du Parlement qui n'est plus moderne, qui ne correspond plus aux attentes d'un débat digne. Et sur des sujets comme celui-là, il faut se poser les bonnes questions. Vous ne voyez pas un peu de responsabilité des députés UMP ? Avoir déposé tant d'amendements et de discuter pendant des heures. Vous n'y voyez pas un peu de responsabilité des députés PS ? Vous n'y voyez pas un peu de responsabilité du gouvernement ? Je pense que ce que j'y vois, c'est d'abord le symptôme d'une assemblée qui doit changer son mode de fonctionnement. Et ça, c'est urgent. Et je voudrais aussi vous poser une question à vous. Il y a un point qui, moi, me surprend. Ça fait 10 jours qu'on débat de ce texte. Et déjà, on a l'impression que les journalistes trouvent que c'est trop long. 10 jours. C'est trop. Les hommes politiques aussi. Oui, ils le disent en tournant rond. 3 jours sur l'article 4, c'est peut-être un petit peu long, non ? 3 jours sur un article qui change un code civil qui vient de Napoléon, c'est trop ? 3 jours pour discuter de ce qu'est la conception des parents dans la société française, c'est trop ? 3 jours pour prendre un tout petit peu de réflexion, pour se demander c'est quoi notre conception de la famille, c'est trop ? Donc il y a un moment aussi où il faut qu'on fasse attention. Cette société dans laquelle on est tous, les politiques, les médias, tout ça, dans lequel on est dans une espèce de précipitation où discuter pendant 10 jours d'un sujet aussi majeur que la place des enfants, que les bébés éprouvettes, que la location du ventre d'une femme, on considère que c'est trop. Moi, je ne considère pas que c'est trop. Et là encore, j'assume mes convictions. On m'a expliqué que quand on avait 37 ans, il fallait être pour, etc. Moi, j'assume mes valeurs et mes convictions. Et je suis frappé. La manifestation du mariage contre le mariage pour tous, oui. la manif pour tous. Oui, et je un des rares députés UMP d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Parce que, et c'est sans doute mon approche aussi de la politique, je considère que quand on fait de la politique, on a des convictions et on les assume. Et il ne faut pas les cacher. Allez, elle ne figure pas dans le projet de loi, mais on en parle beaucoup. La procréation médicalement assistée, la PMA. Elle devait entrer dans un projet de loi sur la famille en mars. Dominique Bertinotti, la ministre, l'avait certifié une nouvelle fois en début de semaine. Et puis voilà que Jean-Marc Ayrault contredit sa ministre. Retour sur un cafouillage avec Valérie Brochard. Dimanche matin, les députés communistes et écologistes munis de leurs amendements relancent le débat sur la PMA dans l'hémicycle. La ministre déléguée à la famille leur répond. Je souhaiterais que Monsieur le ministre chargé des relations avec le Parlement ou Madame Bertinotti nous donne à la fois la méthode, le calendrier, le périmètre et si oui ou non la PMA figurera dans le projet de loi famille. La question de la procréation médicalement assistée ouverte aux couples de même sexe sera abordée dans le cadre de cette loi famille. Les députés socialistes avaient obtenu la garantie de l'introduction de la PMA dans un texte sur la famille déposé le 27 mars prochain en Conseil des ministres. Il n'en fallait pas plus pour que Jean-Marc Ayrault, en voyage à Phnom Penh, intervienne pour recadrer la ministre. Elle ne peut pas dire ça dans la mesure où elle ne connaît pas la date de réponse du Comité national d'éthique. Donc, si c'est fait avant, oui, mais si ce n'est pas le cas, il faudra attendre. Il faut de toute façon attendre l'avis du comité. Oui, c'est la moindre des choses. Il faut donc attendre l'avis du Comité consultatif national d'éthique, vraisemblablement seulement à l'automne. Le calendrier de la réforme dépend désormais de cet avis. Alors face aux contradictions entre Matignon et la ministre, les députés UMP jubilent. Que le gouvernement clarifie sa position. Est-ce que oui ou non, il attend l'avis du Comité national d'éthique ou est-ce qu'il est prêt à inscrire ce texte à l'ordre du jour en s'asseyant sur l'avis du Comité national d'éthique? Même incertitude chez les défenseurs de la PMA. Ce matin, on me rassure, on me dit
On va voter contre votre amendement, Madame Buffet. Mais vous inquiétez pas, ce sera dans la loi famille. Et moi, j'arrive ici, j'approche le Premier ministre, dit ce ne sera pas dans la famille. Pour qui je passe? Qu'est-ce que c'est cette parole ministérielle qui est démentie? Que fera le gouvernement si l'avis du comité d'éthique est négatif? La PMA sera-t-elle inscrite dans un projet de loi à l'automne prochain? Pas sûr que le gouvernement ait aujourd'hui la réponse. Non, sans beaucoup d'atermoiements, beaucoup d'embarras du côté du gouvernement, vous considérez ça comme une victoire pour vous? Non, moi je considère jamais comme une victoire un embarras du gouvernement. Je trouve que là on est dans un grand désordre. On est dans un grand désordre sur le fonctionnement du gouvernement. Enfin voilà quand même une ministre qui dit quelque chose, un Premier ministre qui depuis le Cambodge, on appréciera, dit l'inverse, et maintenant on a la porte-parole du gouvernement qui dit une troisième chose. Donc on est dans un grand désordre. Et ce qui me gêne, c'est précisément le sentiment que sur ce débat, le gouvernement, pour des arrière-pensées politiques très claires, veut passer en force, a choisi de ne pas prendre le temps et a choisi d'imposer un débat. Il recule sur la question quand Oui, même. il passe pas en force. Il n'est pas passé en force. Il passe pas en force, on en reparlera. On verra s'il y a oui Donc ou non vous la pensez que la procréation PMA médicalement assistée. Sera bien dans le projet de loi. Je suis convaincu que dans leur vision de société, il y a la procréation médicalement assistée. Et je voudrais rajouter un dernier point. Il y a des Français qui ont exprimé leur inquiétude. Les Français sont majoritairement pour le mariage pour les couples homosexuels. Personnellement, moi je suis favorable à une union civile pour les couples homosexuels. Et je suis favorable à ce qu'on renforce les droits des homosexuels dans la société française. Mais mon point de différence, c'est sur la place des enfants. Et là, ce qui me gêne, c'est que ces inquiétudes-là, elles n'ont pas été entendues. Et on le voit bien avec ce débat sur la procréation médicalement assistée. On a le gouvernement qui débat entre lui, mais il n'écoute pas les Français. Alors, pendant que les députés, on le dit, examinent le texte, eh bien les sénateurs, eux, commencent les éditions, notamment dans un climat beaucoup plus serein, sans se précipiter. Des sociologues, des philosophes qui viennent tour à tour pour prendre la parole. Compte rendu avec Nathalie Guiouard. Au Sénat, loin des invectives du Palais Bourbon, le temps des auditions a commencé. Une première journée marquée par la présence d'éminents spécialistes, visiblement satisfaits d'avoir pu développer leurs propos. La commission du Sénat m'a accordé, comme aux autres, je suppose, 1 heure, alors que, dans mon souvenir, quand j'ai été reçue à la commission des lois de l'Assemblée nationale, nous étions 5 pour 1 heure. Donc on avait un temps extrêmement limité. Il n'y a pas de redite entre l'Assemblée nationale et le Sénat, parce que nous pouvons approfondir des questions qui ne l'ont pas été et dont on aperçoit au fur et à mesure de la discussion qu'au fond, ces malentendus sont au centre. Et je crois que le Sénat va avoir un rôle très particulier dans la capacité qu'il aura à démêler ces malentendus sur la filiation. Pour le rapporteur du texte sur le mariage pour tous, le débat n'en sera que plus serein. On verra quand le débat viendra en séance. Je pense que ce sera beaucoup plus apaisé au Sénat. Et si j'en crois les auditions qu'on a eues cet après-midi, on peut voir que le climat était quand même plus apaisé. Je sais, par le rapporteur et Erwan Binet qui me l'avait dit, que ça, des auditions à l'Assemblée nationale avaient été très houleuses. Ici, ce n'est pas le cas. Donc je crois qu'on aura un débat plus serein, plus apaisé et peut-être plus constructif. Les auditions au Sénat ne font que commencer. Durant 3 semaines, associations de familles, sociologues, philosophes et représentations des cultes vont se succéder en commission avant l'ouverture des débats. Bon alors vous le voyez au Sénat, le climat est complètement différent, plus apaisé on va dire. Est-ce que c'est parce qu'ils ont plus l'expérience du débat qu'à l'Assemblée nationale ? Non, je pense, moi c'est une institution que j'aime bien, le Sénat, parce qu'elle a un certain recul sur les choses, et je crois que c'est d'ailleurs l'utilité du bicamérisme. Pour autant, soyons prudents, je ne suis pas sûr que foncièrement l'organisation du Sénat aboutira à un débat qui sera foncièrement différent. Et puis il y a un sujet qui est là aussi posé. Le rapporteur de la loi au Sénat, sauf erreur de ma part, est favorable à la gestation pour autrui. La gestation pour autrui, je veux bien que chacun comprenne ce dont il s'agit. Vous louez le ventre d'une femme, elle est rémunérée. Il y a même un sénateur UMP qui est pour. Oui, mais pour moi, c'est un sujet qui dépasse les clivages gauche-droite. Elle est rémunérée, elle fait un enfant. Quand l'enfant naît, on lui enlève cet enfant, et ensuite, il est donné à d'autres. Voilà. Est-ce que ça, c'est le modèle de société qu'on veut ? Une fois de plus, ça n'est pas dans le projet de loi. Oui, mais une fois de plus, ce qui est très intéressant, c'est que le rapporteur de la loi lui-même a indiqué qu'il était pour et que c'était le prolongement. Ce que je trouve extraordinaire dans cette approche. Vous croyez que je raisonne comme ça ? Vous croyez que j'ai le regard rivé dans le goudron ? On n'imagine pas, non. Non. Il est évident pour moi que je me pose la question sur on ouvre une porte, elle nous amène jusqu'où ? Je ne vais pas juste voter un petit texte de loi, on me dira non, mais il y en a un autre qui va venir. Mais réfléchissez pas par rapport à l'autre qui va venir. Non. Ce que j'essaye de comprendre, c'est le projet de société d'ensemble du gouvernement. Et ce que je reproche au gouvernement, c'est de nous faire décider que sur une toute petite partie et de ne pas assumer ce qu'il veut faire sur l'ensemble de son travail.
Alors, on va revenir à l'Assemblée. Une nuit blanche dans la semaine, des séances qui s'achèvent au milieu de la nuit, des débats qui s'éternisent. La fatigue, évidemment, fait son apparition et avec elle, cette semaine, un fou rire, celui de la ministre qui monte au créneau toute la semaine, évidemment, Christiane Taubira. On regarde. Je suis persuadée que vous partagez avec nous le souci que le texte soit bien écrit. Or, si nous adoptons des amendements comme ça, nous écrivons mal un texte de loi. C'est quand même la réalité. Par ailleurs, Monsieur Gosselin, puisque c'est par petits bouts que vous êtes amené... Fait personnel. Je vais essayer de vous répondre par petits bouts. Bon. J'ai un élan à votre égard. J'ai un élan. Bon, s'il vous plaît. Allez, un petit moment de détente, il fallait bien qu'on repasse quand même, ça fait le tour de la toile. Au-delà de ça, Christiane Taubira, dans l'hémicycle, vous la trouvez comment? Elle a gagné 5 points dans les sondages. Christiane Taubira, moi j'ai du respect pour elle. C'est quelqu'un qui assume ses convictions, elle le fait avec un certain enthousiasme dans ce projet de loi. Mais il y a un petit problème qui me gêne, c'est qu'elle est garde des Sceaux et qu'il y a un autre volant de son action théorique. C'est de s'assurer que la justice fonctionne bien et de s'assurer que des gens qui sont jugés aillent bien en prison. Et ce que j'aimerais, c'est que l'énergie qu'elle mette sur ce projet de loi, elle l'investisse de la même manière sur la gestion de la politique de sécurité. Or, on l'a vu, c'est clairement pas le cas. Pourquoi ? Les discours qu'elle tient sur la prison, les discours qu'elle tient qui sont des vrais discours de laxisme par rapport à la gestion et l'exécution de gens qui ont été condamnés, aboutissent au sentiment qui a été clairement exprimé des policiers et des gendarmes de ne pas être suivis et épaulés dans leur travail. La situation de l'insécurité est en train de se dégrader très vite et ils ont très clairement dit qu'ils n'étaient pas soutenus par la justice. Ce qui me permet d'ouvrir un autre thème. On débat beaucoup en ce moment du mariage et de l'adoption, on l'a beaucoup fait sur votre plateau. Mais quand on débat de ça, on ne débat pas du reste. Et l'énergie que Mme Taubira met sur ce sujet, visiblement, elle ne le met pas sur les autres thématiques de gestion de la justice et de l'insécurité. Et Finalement, il serait bon que ce débat se termine. Finalement, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on a une Christiane Taubira. De l'UMP. Mais à tout le monde. D'accord. À tout le monde encore. D'accord. Encore une fois. Je vais juste aller jusqu'au bout. Oui. On a donc une Christiane Taubira qui est pour moi deux visages. Un visage qui est celle qui met beaucoup d'énergie sur le mariage et l'adoption, et un autre visage qui met peu d'énergie et de détermination sur la gestion des peines de prison et l'exécution des décisions de justice. Allez, on va s'arrêter là sur ce volet du mariage pour tous. On va dérouler la semaine. Mardi, tiens, François Fillon est au siège de l'UMP. François Fillon n'avait pas remis les pieds rue de Vaugirard au siège de l'UMP depuis un certain 18 novembre où il était venu contester la victoire de son rival. Ce mardi matin, un comité politique réunit les deux hommes et leurs équipes. Tonalité de la rencontre, on se retrousse les manches et on essaie d'oublier les querelles. L'UMP a traversé des moments très difficiles. Je n'oublie rien du passé. Mais il est temps aujourd'hui de nous mettre au travail, à la fois parce que le pays a besoin d'entendre la voix de l'opposition et puis parce que nous avons trouvé les moyens de réfléchir à des réformes de l'organisation de notre mouvement, des procédures pour les élections qui permettent, je l'espère, d'éviter de se retrouver dans la situation dramatique que nous avons connue. Je crois que vraiment la page est tournée et que la priorité absolue maintenant pour nous, c'est de nous occuper des préoccupations des Français. Alors vous y étiez ? Oui, bien sûr. Oui, on sent pas un enthousiasme là. On sent que François Fillon dit qu'il n'oublie rien. Jean-François Copé, veut tourner la page. On n'a pas senti un enthousiasme délirant ce mardi matin. Vous savez, moi, je ne suis pas favorable à raconter des gargouzettes en politique. Il y a eu des blessures, il y a eu des failles, ça a été difficile. Tout ça, ça ne se cicatrise pas par magie. Et il ne faut pas faire semblant de dire, voilà, maintenant, tout va bien et tout le monde s'embrasse sur la bouche. Ce serait ridicule. Par contre, et ça, je le répète, moi, je suis déterminé à jouer ce rôle d'un travail en équipe. Est-ce qu'il faut vraiment de nouvelles élections ? On entend beaucoup de députés UMP, notamment, qui se demandent si ça vaut vraiment la peine d'y retourner, de refaire peut-être un psychodrame à la rentrée prochaine. La réponse est dans votre question.
Comment est-ce que vous voulez laver ce qui s'est passé si on donne le sentiment que l'UMP est incapable d'organiser une élection transparente et démocratique? L'élection qui s'est déroulée a été entachée d'irrégularités très fortes. On est un parti démocratique. Ne pas être capable d'organiser une élection transparente, c'est quand même grave. Et donc, si après, ce qui s'est passé avec des irrégularités, on dit « bon, maintenant, en plus, on va gentiment laisser stocker la poussière à l'intérieur de la maison », donc une élection pour prouver qu'on sait faire des élections. une élection pour laver ce qui s'est passé, c'est la première chose. La deuxième chose, et au fond, toutes vos questions le soulignent, on voit bien que là, ce qui est en train de se passer permet de travailler sur une phase transitoire ensemble. Mais si on veut donner des fondations saines, il faut une élection qui permette de désigner une équipe resserrée, avec une vraie organisation de travail, et quelque chose qui soit un peu clair. Parce que là, c'est quand même assez lourd. Donc c'est bien pour penser les blessures, c'est bien sur une phase transitoire, mais si on veut donner des fondations saines à notre parti, il y a besoin à un moment d'une élection. Laurent Wauquiez, qu'est-ce que vous pensez de Jean-François Copé qui veut recruter pour les municipales via des petites annonces? Vous, vice-président, qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, il y a un vrai sujet. Le vrai sujet, c'est d'arriver à mobiliser les gens pour s'investir localement dans leur commune. C'est un vrai sujet. 2, la proposition, donc je comprends que de ce point de vue, Jean-François Copé essaye d'attirer et de trouver des nouveaux élus. Qu'il le propose par des voies, on va dire, créatives. C'est vrai que ça va un peu étrange. Ça a le mérite d'être créatif. Moi, mon sentiment, c'est lequel? C'est que c'est pas ça qu'il faut privilégier. Ce qu'on doit privilégier, c'est les talents de notre parti. Ce qu'on doit privilégier, c'est des militants qui s'investissent dans la vie quotidienne de notre parti. Et on a beaucoup de talents. On a beaucoup de jeunes, des jeunes adhérents, des jeunes militants, des jeunes populaires qui croient à la politique, qui se sont investis, donner de son temps. D'accord avec la proposition de Jean-François Copé? Non, c'est pas ce que je voudrais dire, mais des militants qui s'investissent dans un parti, c'est assez extraordinaire. C'est des gens qui donnent de leur temps pour les autres, qui attendent pas forcément en retour. Qu'on leur permette aussi d'exercer des responsabilités, qu'on leur fasse confiance, je trouve ça bien. Donc on a une génération nouvelle à faire monter, essayons aussi de leur faire confiance en interne. Alors, génération nouvelle, vous avez réuni cette semaine les militants qui ont signé votre motion, la droite sociale. Ils ont été réunis au Palais des Congrès à Paris. Nous avons interrogé ces militants pour savoir ce qu'ils pensaient en ce moment de cette guerre, post-guerre à l'UMP. Et après, on vous interrogera sur la droite sociale. Ce qu'est exactement la droite sociale. Écoutez. Pour nous, il est important, mais enfin secondaire, et de toute façon, il y a suffisamment de personnalités. Nous savons très bien pour qui nous allons voter, mais nous ne sommes pas inquiets. Il y a une équipe qui est mise en place, donc elle va travailler justement pour préparer les futures élections. Et je pense que c'est important de travailler dans la sérénité, surtout aujourd'hui avec tout le débat, les débats parlementaires où il faut être fort et puissant. Bon, plutôt apaisé les militants, mais vous ne croyez pas au ras-le-bol à terme de tout ça? Je crois surtout que ce que les militants veulent, c'est qu'on fasse ce que je vous disais, cette phase de désintoxication, où tout le monde se calme. On fait un peu baisser la pression, on retravaille sur le fond. Après, on fait une élection sereine, où on montre notre capacité à redonner des bonnes fondations à la maison de l'UMP. Et ensuite, on repart sur notre travail d'opposition et de proposition. Et ça, c'est ce qui m'intéresse. C'est la droite sociale. Donc, je voudrais qu'on en dise un petit mot quand même. Est-ce que pour vous, la droite sociale, c'est l'anti-gauche? Est-ce que tout ce qui est fait aujourd'hui par la gauche, ou ce qui font du social, est bon à jeter? D'abord, la première chose, la droite sociale, c'est un travail en équipe. C'est des parlementaires, c'est des élus de terrain. Et c'est pas que des discours. C'est-à-dire ce sont des gens qui expérimentent chez eux, dans leur commune, dans leur département, des propositions. Je vais donner des exemples. On a un programme pour essayer de financer des permis de conduire pour des jeunes, avec en contrepartie, pendant l'été, les jeunes qui s'engagent pour s'investir dans une association, les maisons de retraite, la caserne des pompiers. Un équilibre de droits et de devoirs. Le travail de la droite sociale, c'est la lutte contre l'assistanat. Et par exemple, dans mon centre d'action sociale, les gens qu'on aide, on leur demande systématiquement en contrepartie aussi de donner un peu de leur temps pour la collectivité. Ça, c'est la première chose. La deuxième, oui, c'est essayer de sortir d'un politiquement correct. Donc quand vous disiez, juste je vous coupe et je vous interromps 2 secondes, quand vous disiez l'assistanat, c'est le cancer de la société, ça, c'est du choc, c'est ça qu'il faut? Ce sont des phrases comme cela? Alors, je vais aller jusqu'au bout de ce que je pense. Ce que je pense d'abord, c'est qu'il y a beaucoup trop de politiques en France aujourd'hui qui ne disent plus rien, qui sont enfermés dans un politiquement correct, drapés dans des bons principes, qui sont totalement en déconnexion avec la réalité de ce que ressentent et les interrogations que se posent les Français aujourd'hui. L'interrogation des Français aujourd'hui, c'est les retraités,
assommés de charges et d'impôts, qui n'arrivent pas à s'en sortir et auxquels Jean-Marc Ayrault explique qu'ils font partie des privilégiés ou de ceux qui sont à l'aise. Les incompréhensions aujourd'hui, c'est le salarié au SMIC qui part avec sa voiture pour aller travailler à 20 km de chez lui et qui n'arrive plus à amortir sa voiture, qui ne peut plus se payer les pneus neige et qui lâche toute une partie de son salaire dans le plein d'essence. Les interrogations des Français aujourd'hui, c'est les familles qui ont du mal à financer les études de leurs enfants quand elles sont dans le supérieur. On pose des problèmes, mais on ne donne pas les solutions, si je puis me permettre. C'est pour ça, mais je ne dis pas que vous avez suivi nos travaux, que la droite sociale met à chaque fois des propositions. On prend un exemple sur l'essence. Nous, on... vous ne pouvez pas à la fois me reprocher de ne pas mettre de propositions et pas me laisser le temps d'en exposer. On a encore d'autres sujets, d'autres On questions. propose un chèque carburant. Sur le modèle de ce qui existe sur le ticket restaurant, ce pays est extraordinaire. On aide les Français à acheter un ticket restaurant, on ne les aide pas à mettre le plein d'essence qui leur permet d'aller travailler. Un système dans lequel il est financé en partie par les entreprises et les organismes professionnels, financé en partie par la personne lui-même, l'individu lui-même, et ça nous permettrait de financer l'équivalent d'un plein d'essence par mois. Pourquoi le gouvernement ne fait pas ça? Ils avaient promis le blocage du prix de l'essence. Ils ne l'ont pas fait. Qu'est-ce qu'ils attendent pour avancer sur ce sujet? Allez, on va continuer, si vous voulez bien. Ce mardi, toujours, François Hollande est à Strasbourg, devant les députés européens. Il est invité à s'exprimer sur sa vision de l'Europe et surtout sur le budget qui va être négocié en fin de semaine. Exercice inhabituel. Les parlementaires européens peuvent l'interpeller dans l'hémicycle, évidemment. Daniel Cohn-Bendit ne s'en est pas privé. Jean-Baptiste Daoulas était sur place. Sa position sur le budget était attendue. Devant les députés, François Hollande dégaine une formule choc. Faire des économies, oui. Affaiblir l'économie, non. Un compromis est possible, mais il doit être raisonnable. Et donc, il va falloir raisonner ceux qui veulent amputer le budget européen au-delà de ce qu'il est possible d'accepter. Lutte contre l'austérité, diminution des rabais et des chèques, le budget voulu par la France est presque trop beau pour Daniel Cohn-Bendit. François, je t'ai compris. Le changement, c'est maintenant. Alors allons-y tout droit, chiche et banco. Plus inattendu, le soutien de certains députés du PPE, ancrés à droite. Eux non plus ne veulent pas entendre parler du projet de baisse du budget. La proposition actuelle, c'est un renoncement politique. Et je vous le dis tout de suite, nous allons le rejeter, Monsieur le Président. Mais ce volontarisme affiché par François Hollande laisse de marbre un autre député du PPE. On est à la limite du double jeu. Devant le Parlement, le Président de la République dit à les mots que le Parlement a envie d'entendre, mais en pratique, il est résigné à ce que le budget européen diminue. Un double langage de François Hollande, c'est aussi ce que pense un de ses anciens camarades. D'un air très grave, il dit « Nous ne permettrons pas qu'on réduise le budget au-delà de ce qui est supportable. » Alors vous ne saurez pas pourquoi il faut réduire le budget européen, ce qui est une bêtise absolue, ni qu'est-ce qu'il appelle supportable. Et à la fin, il termine en disant « Nous allons faire ma responsabilité de faire un compromis. » Voilà, bon, la messe est dite, donc il s'alignera, point barre. Après son opération séduction face aux députés aujourd'hui, François Hollande aura un public beaucoup moins réceptif lors du Conseil européen jeudi. Alors, on a vu effectivement lors du Conseil européen comme il est difficile de se mettre d'accord. L'ancien ministre des Affaires européennes que vous êtes a sans doute suivi cette prestation avec intérêt. Il se débrouille bien, François Hollande, pour défendre une part quand même de relance, de croissance dans cette Europe en crise. D'abord, l'opposition, c'est pas faire un travail qui soit stupide. La France a besoin d'avoir un soutien global sur ses positions. Notre intérêt est qu'un certain nombre de sujets au sein du budget européen soient défendus. Le budget de la recherche, parce que c'est les emplois de demain. Erasmus, parce que ça aide nos étudiants. Et puis, le budget de la politique agricole commune, dont les Français ne doivent jamais oublier qu'elle conditionne aussi la force de notre industrie agroalimentaire et donc de très nombreux emplois. Moi, sur ces dossiers, s'ils sont défendus par le président de la République, je le soutiens sur la scène européenne. Parce qu'il ne faut pas qu'on soit stupide. Mais attention, je ne veux pas qu'on soit trompé. Il y a une position qui a été énoncée, défense du budget européen tel qu'il est. Pas de baisse du budget européen. Sur cette position-là, je soutiens, mais je ne veux pas être trompé ensuite. On a vu comme la tâche est difficile, oui. François Hollande, sur cette question. Mais attention, quand on dit quelque chose, il faut le tenir. Sur la scène de Bruxelles, comme chez nous. On va passer au mercredi. Il y aurait encore de l'espoir pour l'usine Petroplus.
En ce mercredi, le personnel de Petroplus s'est rassemblé devant le site de la raffinerie de Rouen. 450 salariés qui vont passer de l'espoir à la désillusion. 5 offres de reprise ont été déposées, mais dans l'après-midi, la direction et les administrateurs judiciaires annoncent leur rejet, estimant qu'elles ne sont pas assez structurées. Au final, c'est le tribunal de commerce qui tranchera. Arnaud Montebourg affirme qu'il y croit encore. Et au Sénat, il annonce même qu'il soutient les propositions de reprise égyptienne et suisse et qu'il a l'appui du Premier ministre. On l'écoute. Le gouvernement a décidé de s'engager derrière une offre. Il y en a une deuxième intéressante, de manière à obtenir la reprise de cette raffinerie. C'est une stratégie industrielle. Nous avons des besoins. Nous devons nous-mêmes défendre ces capacités-là. Donc si nous trouvons un investisseur comme certains se sont présentés hier, eh bien nous nous en réjouissons. Donc à nous de faire tenir debout cette offre. Et le Premier ministre a dit qu'il serait possible qu'il y ait une participation minoritaire dans le capital, bien entendu, de cet investisseur s'il le souhaite. Arnaud Montebourg qui était au micro d'un certain Michael Zamès. Faut-il sauver Petroplus ? Je vais vous dire d'abord, l'image, elle parle d'elle-même. Il y a des salariés qui sont sur le terrain, qui sont devant leur usine, auxquels on a tenu des fausses promesses, et qui vont de promesses en désillusion. Et de l'autre côté, il y a un ministre du redressement productif, qui parle avec les ordres de la République dans le dos, bien confortablement assis sur son palais, et qui, lui, a raconté tout et n'importe quoi. Vous faites une chronique hebdomadaire, vous l'auriez faite lundi, le même ministre aurait expliqué qu'il n'y avait aucune offre. Vous l'auriez faite mardi, le même ministre aurait expliqué qu'il y avait 5 offres crédibles. Vous la faites en fin de semaine. Il y a l'administrateur judiciaire et le tribunal de commerce qui a expliqué qu'il n'y avait en réalité aucune offre qui était suffisamment avancée. Et donc moi, ce qui me gêne, c'est qu'on a un ministre qui est beaucoup dans les effets d'annonce, il est bien sur les plateaux, il explique bien les choses. Le travail de fond, je ne le vois pas. La participation de l'État, si un repreneur s'avérait sérieux, vous y... Visiblement pas évoqué. Si, toujours évoqué, il le dit. Non, pas du tout. Il le dit, Arnaud Montebourg. Il le dit, on serait prêt à investir entre 15 et 20% de la part de l'État. Oui, sauf qu'on nous parlait de nationalisation sur Florange. Elle est où la nationalisation là? Ah, visiblement on a un petit peu reculé. Ah bah oui, vous l'avez très bien résumé. Le directeur de la BPI, vous avez très bien résumé la situation. On a un ministre du redressement productif qui nous raconte tout et n'importe quoi. C'est le président de la République et le Premier ministre qui ne veulent pas parler de nationalisation. C'est pas le ministre du redressement productif. Non mais c'est un gouvernement ou c'est pas un gouvernement? Ah oui, il y en a qui décident, vous savez bien. Vous avez été au gouvernement aussi. Mais alors, vous avez très bien résumé les choses. Il y en a qui décident et il y a les autres qui racontent n'importe quoi. C'est ça le message qui est envoyé aux salariés? Voilà un ministre qui annonce qu'on peut faire des nationalisations, ensuite finalement on ne peut plus en faire, il dit qu'il y a une offre, il n'y a plus d'offre, c'est quoi ce travail? Vous avez été secrétaire d'État à l'emploi vous-même, vous avez connu cette désindustrialisation, ces 120 000 emplois en 3 ans qu'on a connus. Vous avez aussi connu des difficultés dans les repreneurs, vous savez que c'est une question difficile. Oui, mais vous voyez, hier précisément, je vous l'ai dit, je suis allé discuter avec des salariés, qui étaient des salariés de Petroplus. Et notamment l'un d'entre eux qui a suivi ce dossier de part en part. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il y a juste un désespoir qui s'installe parce qu'on leur a raconté tout et n'importe quoi. Et je vais aller jusqu'au bout de ce qu'est ma pensée. Parce que la question n'est pas que Petroplus. PSA, Renault, Goodyear, Petroplus. Quel est le point commun? Le gouvernement a assommé les classes moyennes et les familles modestes d'impôts. Assommé. Il n'y a jamais eu un tel choc fiscal dans ce pays. 15 milliards d'euros qui sont tombés sur le dos des Français. Ils n'ont plus les moyens d'acheter des automobiles. Les immatriculations plongent, moins 12%. La désindustrialisation, vous serez d'accord, ne date pas de juin dernier. Je vous donne un chiffre, vous le connaissez? La baisse du nombre de plaques d'immatriculation. Il y a un effondrement du marché de l'automobile en France. La consommation d'essence plonge. La consommation de pneus plonge. Le résultat, c'est que le gouvernement est en train de récolter ce qu'il a semé. C'est qu'il a tué la consommation par une politique très violente de hausse d'impôts. Pas baisse des dépenses de l'État, hausse d'impôts. C'est les Français auxquels ils demandent de purger les déficits qui sont les déficits publics. Le résultat, c'est qu'il n'y a plus de consommation et que comme il n'y a plus de consommation, nos industries plongent. Voilà. Alors, on va aborder un dernier sujet, si vous le voulez bien, c'est aujourd'hui celui des déserts médicaux. C'est un rapport explosif qui prend le contre-pied de ce qu'a annoncé jusque-là la ministre de la Santé pour lutter contre ce qu'on appelle les déserts médicaux. 2 sénateurs proposent des mesures, vous allez le voir, radicales. Fabrice Cunet.
Avec ce rapport, Hervé Moret et les sénateurs du groupe de travail s'attaquent à un tabou, la liberté d'installation des médecins. Mesure choc, exclure de la sécurité sociale les praticiens qui s'installeraient en zone surdotée. Un dispositif qui existe déjà pour d'autres professions de santé, comme les kinés ou les infirmières. Ça existe pour ces professions et ça fonctionne bien. La preuve en est, c'est que le nombre d'infirmières dans les zones sous-dotées a augmenté de 30% à la suite de la mise en place de cette mesure. Donc dès lors que ça fonctionne pour les infirmières, je ne vois pas pourquoi on ne tenterait pas de mettre ça en place pour les médecins. En décembre, le gouvernement a choisi une autre voie, un plan de 50 millions d'euros et 12 mesures, mais des mesures incitatives. J'ai eu l'occasion de m'exprimer devant cette mission et de dire que je ne croyais pas aux mesures coercitives et qu'à l'inverse, il me semble nécessaire de nous engager enfin dans une démarche d'incitation forte. Parce que contrairement à ce que l'on croit, l'incitation n'a jamais été tentée. La ministre le sait, limiter la liberté d'installation des médecins est très impopulaire dans la profession. À commencer chez les étudiants, comme ici à Paris 5. On a passé au minimum 6 ans d'études, plus 3 ans d'internat, donc ça fait déjà au moins 9 ans si on veut faire de la médecine générale. Et après 9 ans d'études, si on se dit voilà, on ne pourra pas aller où on veut, honnêtement, il va y avoir un tollé de notre côté, je pense. Ironie de l'histoire politique, Jean-Marc Ayrault et Marisol Touraine voulaient soumettre l'installation des médecins à un accord de l'administration. C'était en 2011. L'arrivée au gouvernement a visiblement changé la donne. Vous êtes maire du Puy-en-Velay. Est-ce que vous êtes touché, par exemple, par ce qu'on appelle les déserts médicaux, par ce nombre de médecins finalement qui ne viennent pas travailler? Moi, je suis un élu de terrain. La Haute-Loire est un département qui est très touché par ces problématiques de déserts médicaux. J'ai été amené encore récemment à me battre pour arriver à installer une maison de santé dans une commune de Haute-Loire qui avait du mal à pouvoir installer des nouveaux médecins. Et on essaye de mettre en place des partenariats chez nous, notamment dans les facultés de médecine, où on finance des bourses étudiantes pour qu'en échange, il puisse y avoir des étudiants qui ensuite s'engagent à venir exercer dans des déserts médicaux. Je l'ai fait quand j'étais ministre de l'enseignement supérieur. Des mesures coercitives, comme le propose les sénateurs, ça vous semble une possibilité? Il y a peut-être un équilibre qu'on peut trouver. Il n'est peut-être pas aussi brutal que de dire qu'on interdit. De la santé. Mais moi, je crois beaucoup plus au système. Et malheureusement, la ministre de la Santé fait un plan qui est totalement cosmétique et qui n'aura pas d'impact. Moi, je crois surtout à une chose qui me semble beaucoup plus intelligente. On paye les études des étudiants. On les aide, ça permet d'aider aussi des familles modestes, parce que payer des études de médecine, c'est cher. Et en échange, il y a un engagement, s'engager pendant 10 ans à exercer dans des zones où on a besoin de médecins. Ça, c'est intelligent. Laurent Wauquiez, merci d'avoir participé à cette émission. Une petite question très personnelle. Vous l'avez toujours, cette parka rouge, humoriste, éditorialiste. Tout le monde se pose cette question. Ils sont même prêts à lever un fonds pour vous offrir une autre veste. C'est une marque de fabrique, vous Chiche, si elle est rouge. Non, vous savez, on a tous nos petits gris-gris. C'est une veste porte-bonheur et qui m'a beaucoup aidé, notamment dans ma ville du Puy, et qui m'a été offerte par ma femme. Et voilà, si vous voulez tout donc savoir. tout va bien. Merci d'avoir participé à cette émission. Fond que nous allons nous arrêter. Merci beaucoup, Laurent Wauquiez. Et nous on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Même, au revoir.